Et on ne peut pas s'inventer du jour au lendemain être dirigeant ou un de ces directeurs. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va surtout se focuser sur la fonction de directeur de capital humain. En quoi ça consiste? Quand on parle de management des ressources humaines et du capital humain, c'est encore... allez, on peut rester des jours et des jours à faire cette information. Ça veut dire que vous avez toute la partie droit du travail. Vous avez la paye, la rémunération. Quelque part, vous êtes des fiscalistes. Vous devez comprendre. Ça vous est déjà arrivé de récupérer un bulletin de paye et de le comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment on calcule les impôts? Comment on calcule la CNSS, la part patronale, part salariale? Tous ces éléments-là. Hein? C'est la rémunération. Et quand on parle de rémunération, vous pensez que la rémunération, c'est juste le salaire que vous donnez à vos collaborateurs? Alors que non. Ben, la rémunération, ça peut être même les petits avantages, les petites primes que vous leur donnez. Même si vous leur offrez des cadeaux, c'est de la rémunération. Vous savez, dans certaines entreprises, même le pourboire est considéré comme une rémunération. D'ailleurs, il y a une grande guerre entre les hôteliers et la direction des impôts sur cette notion de pourboire. Parce que la direction des impôts exige que le pourboire soit aussi imposable au même titre que le salaire. On parle aussi de formation, de recrutement, gestion de carrière, gestion des hauts potentiels, intégration des collaborateurs, les outils de reconnaissance, marketing RH, valorisation des compétences, formation et encore plus. Là, on est sur un seul volet, hein. C'est la gestion du capital humain. Vous êtes censé avoir plusieurs casquettes, dont celle de directeur du capital humain. Hein? On fait l'entonnoir, donc on est passé de vous êtes gestionnaire de votre officine avec toutes les casquettes que vous devez avoir. Dans la casquette RH ou capital humain, vous avez tous ces aspects-là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux petits aspects dans le capital humain. On va essayer de comprendre un petit peu toute la partie code du travail, certaines notions, et puis on va parler de management d'équipe. Ça vous va comme programme? Alors, premier point, c'est la relation employeur-employé en termes de droits et obligations. Que dit le Code du travail marocain? Très important. Première chose, c'est le contrat de travail. Souvent, pour avoir travaillé avec plusieurs pharmaciens aussi, surtout notamment à Marrakech ou à Casablanca, on me dit que le contrat de travail, c'est qu'il doit être signé. C'est un document, c'est un papier. Vous êtes d'accord? Dans le Code du travail marocain, le fait que vous ayez quelqu'un qui travaille pour vous, la relation du travail naît du fait que vous avez un collaborateur qui fournit une prestation en contrepartie de rémunération. Que vous disiez qu'il est déclaré, pas déclaré, payé en noir, vous lui remettez un bulletin, il est déclaré à la CNSS ou pas, c'est un contrat de travail qu'il peut juste faire valoir en ramenant juste une preuve. Ça peut être juste un témoin. Ça veut dire que quand vous avez un collaborateur qui est chez vous et qui n'a pas de contrat, ne croyez pas que parce qu'il n'a pas signé de contrat, il n'est pas en contrat de travail avec vous. Pour ça, je vais vous raconter juste quelques anecdotes. En fait, il y en a qui connaissent déjà les principes, mais ça s'est passé même ici à Agadir, à Casa. Ici à Agadir, c'était en 2004. Vous savez que le Code du travail marocain, il a été écrit réellement en 2004. Avant, on avait surtout des lois par-ci, par-là. Et en 2004, en fait, il y avait une agence de Maroc Télécom qui avait un gardien, la petite ruelle. Et comme ils avaient des grosses vitres, chaque matin, quelqu'un qui recevait les vitres, et contre une petite rémunération qui doit pour dire les choses comme on le dit chez nous. Le directeur d'agence, au bout de je ne sais pas combien d'années, il a changé. Un directeur JDID, donc il s'est présenté. Je ne sais pas ici, il est arrivé quelque chose de bien. Allez, je ne veux plus avoir affaire avec toi. Il est parti voir l'inspection de travail.
Le pire dans cette histoire, c'est qu'à l'époque, en fait, le Code du travail venait d'arriver, donc en fait, les gens, ils étaient encore beaucoup dans la jurisprudence, et on pensait, bien, comme c'était juste un gardien qui était au niveau de la rue, il n'avait aucune relation avec l'agence. Vous savez quelle était la fin du jugement? Il a été considéré en CDI, sous-rémunéré, non déclaré à la CNSS, et l'agence de Tessarat Mbrelé a dû tout payer. Indemnité de licenciement, dommages et intérêts, pour 20 ans d'ancienneté. Mise à niveau du salaire au niveau du SMIC, parce qu'il était payé moins que le SMIC. On lui a payé en plus les indemnités par rapport à la CNSS, où il n'était pas déclaré. Donc ils ont dû payer les majorations. Vous connaissez le principe des majorations, hein, qui et après ça explose. En fait, en tout et pour tout, cette histoire, elle a dû leur coûter vraiment des centaines de milliers de dirhams. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, au fait, au niveau des agences bancaires, des agences de toutes ces sociétés qui font appel à des sous-traitants, des sociétés spécialisées dans le nettoyage, là, c'est pas juste un luxe. Parce qu'ils savent ce que ça entraîne comme obligation quand on recrute quelqu'un, même comme ça, qui vient juste faire du ménage 1 heure par jour, il est considéré comme salarié chez vous. Si vous n'avez pas quelque chose d'autre qui prouve qu'il n'est pas salarié. Donc, soit vous avez un contrat avec une société de nettoyage, et à ce moment-là, vous payez une facture, ou la société de nettoyage, maintenant le collaborateur d'elle. Sinon, la personne, elle est considérée comme votre salarié, avec tous les risques que ça implique. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Le fait de ne pas signer un contrat ne veut pas dire qu'il n'est pas en contrat chez vous. Premier élément. Donc, pour la définition, on a dit que le salarié, c'est une personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle pour votre compte. Et l'employeur, c'est une personne physique, morale, privée, publique, qui va louer les services d'une personne ou de plusieurs personnes physiques. Cette relation qui va lier l'employeur, on va dire à l'employé, comment il est régi? Par ce qu'on appelle un contrat de travail. Quelles sont les obligations de l'employeur? À part le fait qu'il doit faire respecter prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité, la santé et l'honneur des salariés. Après, en fait, il a des obligations concernant plus les documents. Les deux. Il y a toute la partie carte de travail qui est obligatoire, qui est d'ailleurs vendue chez les imprimeurs, vous pouvez trouver les modèles. Et après, on doit les informer s'il y a une convention collective, s'il y a un règlement intérieur, les horaires de travail, le mode de repos, tout ce qui concerne la protection de la santé et la sécurité, les dates et heures et lieux de la paie, numéro d'affiliation à la CNSS et l'organisme assureur pour l'accident de travail. Quand vous avez un collaborateur, alors par rapport à cette notion d'accident de travail, est-ce que vous savez que l'accident de travail, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui arrive chez vous? Vous le savez. Ça peut être aussi le trajet. Beaucoup d'entreprises ne connaissent, ou de chefs d'entreprise, ne connaissent pas les trajets de leurs collaborateurs. Est-ce que vous savez qu'une des obligations du salarié, c'est de vous informer de son lieu de résidence? C'est une obligation. Là où il habite, il est tenu de vous en informer. D'abord pour l'accident de travail et après pour la gestion documentaire. Donc quand on regarde par rapport aux obligations du salarié, c'est obéir aux ordres de l'employeur, bien sûr dans le cadre de la profession et de la déontologie. Vous avez obéir aux textes régissant la profession, conserver les outils de travail, répondre de la perte ou de la détérioration de tout ce qui est outils de travail, et pour finir, informer l'employeur par lettre avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre de sa nouvelle adresse en cas de changement. Comment on va savoir si le collaborateur habite vraiment à cette adresse? Vous faites comment aujourd'hui? Vous ne demandez même pas.
La carte d'identité nationale. Ok, vous avez des collaborateurs qui vont ramener une carte d'identité nationale où l'adresse c'est Marrakech ou la SI. La Sidi Ifni ou la Tantan. Vous faites comment? Il fait le trajet chaque jour. Il sort de chez vous, il va se balader pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais pas, et après, il va avoir un accident. Il va venir vous voir en vous disant, vous le déclarez comme accident de travail. Anna, je veux mes indemnités, je veux que ça soit pris en charge par la société d'assurance. Vous faites comment? Mais aujourd'hui, la plupart des gens, en fait, quand vous recrutez quelqu'un, je carte CNSS et carte CIN. Vous savez qu'il y a toute une liste qu'on demande et qui est obligatoire. Et un des documents obligatoires, c'est le certificat de résidence. À la rigueur, ok. Écrit à la main, il me fait un document où il stipule, faites une déclaration sur l'honneur, comme quoi il habite telle adresse. Comme ça, en cas de problème, en cas de souci, j'ai le document. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure, parce que quand on parle de gestion d'un contrat de travail, ça ne veut pas dire juste recruter. Des fois, on est obligé aussi de se séparer du collaborateur. Donc comment on va le faire? On va le voir tout à l'heure. Les types de contrats. Tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un qui n'a pas de contrat papier, il est considéré comment? C'est un CDI, exactement. C'est un contrat à durée indéterminée. S'il n'y a pas de document, non, pas au grade. Attends, vous parlez des périodes d'essai. Alors, les périodes d'essai, c'est par statut. Vous avez statut d'ouvrier, vous avez statut employé et vous avez statut de cadre. Les statuts de salariés employés, comme ceux qui travaillent chez vous en officine, c'est 1 mois et demi, 45 jours, renouvelables une fois. Et quand vous avez des cadres, c'est 3 mois, renouvelables une fois. Donc si vous avez un collaborateur qui travaille chez vous, il est systématiquement en CDI. Ça ne veut pas dire que la période d'essai, souvent on a ce qui sera long, le contrat, il démarre à la période d'essai. Non, il a démarré le premier jour. Sauf que la période d'essai, c'est une période qu'a prévu le législateur, juste pour vous dire, essayez, regardez si ça marche, et vous avez 45 jours où vous pouvez arrêter le contrat sans qu'aucun d'entre vous n'ait à payer ni dommages et intérêts, ni préavis, ni rien du tout. Mais c'est une période qui est intégrée dans le contrat. C'est-à-dire qu'il est déjà en contrat chez vous. Le CDD, on va voir tout à l'heure les cas. Le CDD, on ne peut pas le faire tout systématiquement et quand on veut. C'est un autre problème. Au Maroc, en fait, on a cette mauvaise habitude. À chaque fois qu'on veut faire un contrat, on fait un CDD. Comme ça, ils sont protégés. On dit un CDD de 6 mois, un CDD de 1 an. C'est souvent le cas. Alors que c'est le contrat le plus difficile à gérer, ou le CDD. Parce qu'il est très spécifique. Et le dernier, en fait, c'est le contrat d'intérim, c'est le CDD. Ça veut dire que vous faites appel à une autre entreprise qui va recruter des gens pour travailler chez vous. C'est un contrat très tripartite. En fait, c'est comme les sociétés d'intérim. Non, l'ANAPEC, c'est encore autre chose. Alors, l'ANAPEC, ce n'est pas un contrat de travail. C'est un contrat de stage. C'est un contrat d'insertion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un jeune, ce qui est le législateur par rapport au contrat ANAPEC. C'est un contrat qui va permettre à une entreprise de bénéficier des compétences de jeunes qui viennent d'être diplômés. Pour le diplômé, ça va lui permettre d'apprendre. D'accord? Le problème qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entreprises, quand tu fais les annonces qui disent
On veut un collaborateur Bac+2 avec 5 ans d'ancienneté, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Donc pour inciter les entreprises à recruter des jeunes qui ont 0 expérience, elle leur a dit, ok, recrutez ces jeunes-là en stage, payez-les et vous ne payerez pas ni CNSS ni impôts. Et vous avez jusqu'à 6 000 dirhams de salaire. Mais c'est un contrat de stage, ce n'est pas un contrat de travail. Qui est de 2 ans, qu'on peut renouveler avec 12 mois supplémentaires, ça vous fait 3 ans. D'accord? Un APEC. Non, ça en fait c'est l'intérim. C'est comme si moi j'ai besoin par exemple d'une femme de ménage. Au lieu de la recruter en direct, je vais passer par vous qui êtes une société spécialisée dans le ménage. Mais vous allez mettre cette femme de ménage à ma disposition à temps plein. Elle va travailler chez moi les 44 heures par semaine. Mais je ne vais pas la payer. Elle, je vais vous payer et vous la payez. Donc en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle un contrat tripartite. Ce CDD et sa spécificité. Je vais vous dire des CDD qui mine des règles. La première, en cas de création de nouvelles entreprises, vous pouvez faire des contrats de CDD d'une année, renouvelables une fois. Ça veut dire que la société DIAC, vous pouvez prendre des collaborateurs en CDD pour 1 an. Donc maximum, ils peuvent rester chez vous 2 ans en CDD. Et la 2e année, il devient CDI. D'accord? Deuxième cas, c'est le remplacement d'un salarié absent. Supposons que vous avez une collaboratrice qui est enceinte. Elle est partie en congé maternité, 14 semaines, et après elle a demandé 3 mois de congé sans solde. Qu'elle peut prendre, hein? Vous savez ça, hein? Oulala. Elle vous envoie juste un petit courrier. Mais elle n'a pas besoin de votre autorisation. Un courrier, elle vous dit je ne rentre pas après mon congé, je prends 3 mois supplémentaires, elle les prend. Bien sûr, c'est pas payé, c'est sans solde. Donc, pendant 6 mois, vous vous retrouvez, vous n'avez pas de la collaboratrice, elle n'est pas disponible. Au lieu de recruter quelqu'un, et après son retour que vous vous retrouviez avec 2 ressources, le législateur, il a prévu le CDD. Ça veut dire que le CDD a été fait, comme quoi c'est en remplacement de madame qui est en congé maternité. Si vous ne spécifiez pas le remplacement de qui et pour quelle période, en cas de litige, c'est reconsidéré comme un CDI. Le CDD, il a pas de touche le titre à l'écart qui donne le titre fort. Il a pas de c'est considéré comme un CDI. Parce qu'il y a